Bonjour Alain Leboeuf. Bonjour. Alain Leboeuf, vous avez 57 ans. Vous êtes conseiller départemental depuis combien de temps? Écoutez, j'ai été élu conseiller départemental pour la première fois en 2004. Ça commence à faire, c'est une maison que vous connaissez bien, cet hémicycle dans lequel nous sommes, vous le connaissez bien. Est-ce que c'est encore plus exigeant d'être président devant une assemblée parfaitement unie? Vous avez été élu à l'unanimité. Oui, effectivement, c'est un lieu magique pour moi. Au même titre d'ailleurs que quand je suis arrivé pour la première fois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. De se dire que quand on entre comme ça dans une institution, le lieu où nous délibérons, l'Assemblée nationale, quand on délibère, c'est que tous les Français, en fait, ont une répercussion sur les décisions qui sont prises. Ici, au niveau de cet hémicycle du département, on travaille pour les Vendéens. Alors, quand vous dites que cette élection a eu lieu à l'unanimité, j'avoue que ce matin-là, tout était compliqué. Parce que, inévitablement, quand on a pu préparer une assemblée comme celle-ci, distribuer des responsabilités, on ne pouvait pas les distribuer à tout le monde, il a fallu faire des choix. Et donc, on ne sait jamais, au moment de l'élection elle-même, qui est un bulletin secret, se dire comment le regard de ces conseillers départementaux, issus d'une même majorité, effectivement, allait s'exprimer. Et donc, chaque nom qui était cité là-haut, par la plus jeune d'entre nous, Alain Leboeuf, et on s'attend à, d'un coup, il va y avoir un blanc, il va peut-être... et l'unanimité a été, pour moi, donc, effectivement, un beau message. Le message qu'on va constituer une équipe au service des Vendéens. Et ça m'oblige d'autant plus. Voilà. Donc j'ai un devoir aujourd'hui. Constituer une équipe, ça veut dire quoi exactement? Quelle est l'exigence que vous avez vis-à-vis des conseillers départementaux? Ça a été toute la réflexion que j'ai portée depuis un certain nombre de mois lorsque j'ai imaginé pouvoir devenir le président de notre beau département, c'est de se dire comment on va construire ça. Et très concrètement, c'est pour ça que j'ai souhaité 13 commissions sur 13 thèmes bien précis. Il n'y en avait que 5 sous la dernière mandature. Il n'y avait que 5 avec des très grosses commissions qui avaient un intérêt, donc je ne fais pas de remarques sur ce que nous avons vécu. J'ai une autre vision. C'est le partage des responsabilités. Et dans tous les conseillers départementaux qui sont ici, on le sait, ils sont déjà eux-mêmes en responsabilité, tantôt maire, président de comité de commune, mais aussi conseillers départementaux. Et donc, pour moi, il était important que ces conseillers départementaux puissent s'insérer et s'engager dans notre assemblée. Et j'ai souhaité leur confier des missions à travers une commission. Et ces missions... ça n'a pas été une récompense à l'un ou à l'autre qui a fait un score, qui est le maire de la grande ville d'eux, etc. J'ai confié des missions à des hommes et des femmes capables de les porter dans des domaines de compétences où ils sont bons. Et vous pouvez voir les 13 présidents de commission aujourd'hui. Nous sortons de 2 jours de session, 2 jours de séminaire avec l'ensemble d'entre eux, où chacun a pu essayer de porter un peu un projet dans son domaine, le partager avec les collègues. On a vu qu'on a vraiment une belle équipe au service de notre Vendée. Alors, le monde évolue vite, la société évolue vite, la Vendée évolue très vite, sociologiquement, économiquement, humainement, et on sort d'une crise, enfin on n'est pas encore sorti de la crise du Covid. Est-ce qu'on peut dire que la méthode Alain Leboeuf, c'est d'essayer de réconcilier le territoire de la Vendée avec la collectivité, de réidentifier la collectivité avec le territoire? Ouais, effectivement, au moment où on a cru qu'il fallait faire des grands regroupements, j'ai vécu, encore une fois quand j'étais à l'Assemblée nationale, ce regroupement des régions, des mastodontes. On se rend compte que les Français, à chaque fois qu'on les éloigne de la responsabilité proche des élus, de proximité, à chaque fois ils se désintéressent de la vie publique et politique. Et en fait, cette malheureuse expérience de la Covid-19 a bien montré qu'il y a des échelons de proximité qui sont les réconforts.
Premier échelon de proximité, c'est la commune. Monsieur le maire, madame le maire. Et le deuxième échelon, c'est le département. Et donc, on sort d'une période qui a renforcé cette attractivité et cette reconnaissance des Français sur ce qu'est un département, ce qu'est une commune, avec ensuite d'autres organisations, la communauté de communes ou communauté d'agglomération, qui effectivement permet de renforcer, de s'organiser, les régions qui permettent aussi de définir des orientations, mais néanmoins, les Français, et les Vendéens en particulier, sont attachés à deux choses, leur commune, leur département. Ouais. Donc vous êtes l'homme de l'ancrage, on peut le dire comme ça ? Tout à fait. L'homme de l'ancrage local. Je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes l'homme de la transition également. C'est le grand axe de votre mandat, vous l'avez placé comme ça, hein, je suis l'homme de la transition. Alors on vous connaît, vous, pour le numérique, on vous connaît pour les énergies renouvelables, vous avez été président du CIDEF, président de Vendée Numérique, c'est votre cheval de bataille, vous êtes beaucoup occupé des routes aussi, il ne faut pas les oublier. Et plus largement, on va rentrer dans le détail, il y a tout un tas de responsabilités et de missions du département qui méritent aujourd'hui de rentrer dans le 2.0, notamment dans le développement durable. Peut-être qu'on va les prendre dans l'ordre. Je vous propose de commencer par celle que vous connaissez le mieux. C'est les routes. Et derrière, ce sont les véhicules propres, et les énergies décarbonées. On va rouler dans une voiture électrique dans la prochaine émission, etc. Enfin, c'est de favoriser une nouvelle manière de conduire et de se conduire. Oui, tout à fait. Vous parlez de transition. En fait, c'est une immense chance d'être en responsabilité à cette période-là de l'histoire. Début du XXIe siècle. Tout est en train d'évoluer. Et donc, les hommes et les femmes qui sont en responsabilité aujourd'hui doivent en prendre conscience. Nous devons être agiles dans les prises de responsabilité, dans les orientations. Et c'est pour ça que je parle de transition. Attention, le monde bouge. Et si ici, dans cet hémicycle, nous reproduisons ce qui était hier, nous risquons de nous tromper. Nous devons nous adapter à ces transitions. Alors, vous parlez bien évidemment d'un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi, sur les mobilités décarbonées. Justement, c'est ce qui fait aujourd'hui cette force de la Vendée, cette reconnaissance nationale de la Vendée aujourd'hui, puisqu'il y a déjà 7-8 ans, j'ai commencé à parler d'électromobilité, au moment où l'électromobilité était quelque chose de réservé aux grandes villes, métropoles, vous savez, là où il y a les pics de pollution, on arrête la circulation en ville parce qu'on ne peut plus respirer. En Vendée, nous avons cette chance d'avoir ces populations réparties, cette économie répartie sur tout le territoire, pas de pic de pollution chez nous. Néanmoins, nous avons montré l'exemple. C'est une grande chance. La Vendée est une chance. Une chance de ces paysages, depuis le bocage vers la plaine du Sud, les paysages de l'Atlantique, les marais, qu'ils soient du Nord ou le marais du Sud, le marais Poitevin avec notre Venise verte. Nous avons des paysages extraordinaires, des hommes et des femmes extraordinaires aussi. Et donc, prenons-en soin. Prenons-en soin. Et c'est pour ça qu'au moment où les technologies nous permettent de penser l'après-pétrole, osons le dire, ces technologies nous permettent aujourd'hui de nous déplacer avec un véhicule qui ne fait plus de bruit et qui peut consommer avec une énergie que l'on a chez nous. Là, vous parlez du biogaz. Pas que du biogaz, je parle de l'électricité aussi. En l'an 2000, dans ce département, nous étions 100% dépendants de notre énergie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'à la maison, nous allumions un bouton pour éclairer, il fallait qu'on lève le doigt en disant « Est-ce qu'il n'y en a pas qui veulent nous envoyer des électrons ?» Chaque fois qu'on construisait une entreprise, il fallait qu'on trouve des lignes électriques qui nous rapportent de l'énergie depuis loin, par exemple Chinon, avec sa centrale nucléaire. Maintenant, eh bien, nous avons la possibilité de produire cette énergie sur place. La première expérience, ça a été Boin avec des éoliennes qui produisent cette électricité, ces panneaux photovoltaïques que l'on peut développer un petit peu partout. Donc cette énergie, on est capable de la fabriquer ici. Et ma voiture électrique, je la recharge la nuit. Vous dites ma voiture électrique. Effectivement, j'ai ma petite Zoé familiale qui me va très très bien. Ouais.
Et je la recharge en 1 minute. Vous savez, monsieur Leroc, en 1 minute. C'est un sujet qu'on a déjà eu, effectivement. Vous êtes très fier de me dire ça, que j'étais à côté de la plage il y a Tout à fait, quelques parce années. que avec les j'arrive voitures le électriques. soir à la maison, je branche en 30 secondes. Ouais. Je vais me reposer, vivre en famille, et le lendemain matin, quand la je voiture est repars, prête. je débranche en 30 secondes. Bien. Pendant que vous Ouais. mettiez combien de minutes à aller faire la queue à la station pour aller chercher une espèce de pétrole qui arrive d'Arabie Saoudite ou je sais pas. Moi, mes électrons, ils arrivent de Vendée, monsieur Leroc. Moi, monsieur. Combien de stations électriques en Vendée? Écoutez, nous avons une centaine de bornes de recharge. En fait, elles sont là simplement pour rassurer. Puisque un propriétaire de véhicules électriques en Vendée... C'est une sécurité, en fait. C'est tout à fait une sécurité, tout simplement. Ouais. C'est comme une assurance. Ouais. Alors, vous avez des assurances chez vous, sans doute. Ouais. Et ce que vous espérez, c'est de ne pas les utiliser. Mais au cas où. Eh bien, nos bornes de recharge, c'est la même chose. Maintenant, nous en avons mis des plus puissantes pour ceux qui veulent faire plus de kilomètres, et ce qu'on appelle des bornes de recharge pour l'itinérance, pour aller encore plus loin. Alors là, on parle de l'électrique, on va parler un peu du biogaz quand même. Il y a 8 stations biogaz qui seront prochainement mises en service un peu partout en Vendée. La première, ce sera à La Roche-sur-Yon, sur le site Michelin. Et parlons d'hydrogène vert également. Une première mondiale en Vendée? Oui, tout à fait. Sur le biogaz, j'insiste, parce que le biogaz, c'est aussi une de nos richesses. Nous avons la chance d'avoir une agriculture d'élevage dynamique et il faut justement qu'on en prenne soin. Et là, il y a la possibilité d'avoir des recettes supplémentaires justement pour nos agriculteurs. On a la chance d'avoir une industrie agroalimentaire puissante avec des déchets méthanogènes. Et tout ça, on peut le transformer grâce à des unités de méthanisation en une énergie qu'on peut utiliser dans les bus, qu'on peut utiliser dans les camions. Donc, après l'électricité, le biogaz et puis l'énergie de l'avenir. Ouais. Cette énergie, celle qui est totalement décarbonée. S'il y a quelques jours, nous avons inauguré cette première mondiale, j'ai vraiment envie de le dire aux Vendéens, la chance que nous avons, c'est en Vendée que c'est en train de se passer, à partir simplement du vent de l'océan Atlantique et de l'eau de mer, nous fabriquons une énergie exceptionnelle. Dans la Toyota, par exemple, quand vous allez venir faire le plein, et ça vous demandera pas plus de temps que le plein que vous faites aujourd'hui avec une quelconque voiture à énergie fossile, en 3 minutes, vous mettez que 5,5 kg de cette énergie exceptionnelle, et vous pouvez faire 700 km. Ouais. Voilà. Avec 1 litre d'eau, vous faites 100 km. Alors, vous êtes passionné par le sujet depuis longtemps. On se connaît un petit peu. Je sais notamment que vous avez l'intention de renouveler tous les véhicules du département et de les faire passer en énergie douce. On parle d'énergie douce, c'est ça? Énergie douce. Surtout, l'essentiel, c'est qu'elle soit décarbonée aujourd'hui. Tant par rapport à l'avenir de la planète, du climat, que par rapport à notre propre santé aussi. Ouais. Et donc là, on est en plein dans la transition énergétique. Mais j'ai envie de dire, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que vous avez annoncé plus de 62 actions, 50 millions d'euros sur la transition écologique et énergétique d'ici à 3 ans. Donc c'est vraiment le sujet dont vous vous êtes emparé. Alors ça n'enlève rien aux autres qu'on va aborder, parce que tout est lié finalement. Même le logement est lié à tout ça. Même l'autonomie des personnes âgées, quelque part, est aussi liée à la transition écologique et numérique. Mais il y a énormément d'actions qui sont dans les cartons, alors. Oui, tout à fait. En fait, on le voit bien, nos jeunes populations nous montrent l'exemple aussi. Je veux aussi citer à ce moment-là de notre entretien des syndicats comme Trivalis, où on a su faire de mieux en mieux pour trier nos déchets et donc prendre soin de cette planète. Oui. Et donc, tout simplement, en fait, on ne peut pas raisonner comme on raisonnait hier, et l'avenir de nos territoires passe par une attention encore plus présente, j'allais dire, du monde végétal, du monde animal. Et donc cette biodiversité dont on parle et que l'on veut essayer de préserver, eh bien ça doit être l'objet, non pas du conseil départemental, mais de nous tous. Donc le conseil départemental également. Et c'est pour ça que nous annonçons la plantation de 1 million d'arbres. Et c'est pas simplement pour décorer le paysage.
c'est aussi pour fixer ce fameux carbone qui est en excès aujourd'hui sur notre planète. Il faut que les Vendéens puissent montrer l'exemple également. Nous allons multiplier ce type de programme. Nous allons essayer d'augmenter aussi nos espaces naturels sensibles, ceux dont il faut que nous prenions soin et que nous mettions à disposition aussi des Vendéens. Une des principales responsabilités de la collectivité, c'est les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Oui. Dans ce domaine-là, vous avez aussi des projets, notamment pour le maintien à domicile, qui est une vraie volonté. Pendant longtemps, on a développé les EHPAD. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout un maillage qu'on doit proposer à nos aînés quand ils sont en fragilité, et même quand ils ne le sont pas. Oui, tout à fait. Quand je parle de transition, voilà une majeure. On le voit bien, nos aînés sont bien chez eux. En Vendée, nous sommes bien. Et nos aînés en particulier, ils veulent rester le plus longtemps possible chez eux, ce qui est logique. Eh bien, le devoir de notre société, c'est de les accompagner. Hier, ils pouvaient être accompagnés par la famille qui était à côté. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes appelés à aller travailler beaucoup plus loin. Les familles sont plus éclatées pour X raisons. Et donc, il nous faut trouver les moyens pour cet accompagnement de nos aînés chez eux, pour qu'ils se sentent déracinés le plus tardivement possible, qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur vie dans leur contexte. Et donc, le maintien à domicile n'est pas un mot pour se faire plaisir. C'est un mot qui indique combien nous voulons les respecter. Mais ceci étant dit, une personne âgée, isolée, a besoin d'aide. À nous de continuer à essayer d'inventer, de voir comment on va pouvoir les soutenir. Et donc, ça veut dire aussi professionnaliser ces métiers pour que, d'ailleurs, ils puissent être aussi revalorisés. Aujourd'hui, on le voit bien, ce n'est pas normal que quelqu'un qui prend énormément soin de cette personne en difficulté à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, du week-end aussi, que ces gens-là ne soient pas plus reconnus, y compris financièrement. Et donc, ça doit être un effort de notre collectivité, bien sûr avec l'État. Nous ne pourrons pas tout seul. Un département ne pourra pas tout assumer sans que l'État prenne ses responsabilités aussi. Je rappelle qu'il y a un vrai sujet de financement de la dépendance en France et qu'il n'y a aucun gouvernant qui a eu le courage de prendre ce sujet. Dans tous les cas, en Vendée, nous allons continuer à travailler sur cet accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin dans nos campagnes, dans nos villes aussi, ne l'oublions pas. La loi NOTRe a considérablement bouleversé le rapport de la collectivité avec le territoire. Pour autant, un certain nombre d'éléments structurants du territoire restent à la responsabilité du département. Je pense notamment au logement. La loi NOTRe a décalé l'économie du côté de la région. Pour autant, l'économie doit être le fer de lance de votre mandat. Vous m'expliquez ? Tout à fait. Et j'ai souhaité volontairement nommer un conseiller départemental en charge de l'économie au sein de notre département. Pourquoi ? Parce que cette relation entre notre institution et le monde économique est indispensable. Il ne se passe rien dans ce département sans que nous ayons une économie forte. Juste avant notre entretien, j'étais sur une réunion sur l'insertion. Comment voulez-vous que nous prenions soin de ceux qui sont un peu éloignés de l'emploi, qui sont aujourd'hui au RSA, sans que nous ayons une relation de proximité avec ceux qui sont susceptibles demain de leur redonner un visage ouvert. C'est-à-dire que donner du travail à quelqu'un qui est abandonné aujourd'hui, c'est lui redonner une existence. Donc il est clair que l'économie est intimement liée à tout le travail que nous faisons ici. Je parle du domaine social, mais bien au-delà. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que nous ayons perdu cette compétence ? Nous avons simplement perdu le fait que nous ne puissions plus aujourd'hui donner une subvention à telle ou telle entreprise. Mais je ne connais pas de chefs d'entreprise qui vivent d'abord pour les subventions. Nos chefs d'entreprise, ils veulent des marchés et ils veulent surtout autour des services.
Donc, quand ils ont du matériel à transporter, lorsqu'ils ont du monde à faire venir, ce qu'ils veulent, c'est des infrastructures. Et nous avons travaillé énormément depuis de nombreuses années sur nos infrastructures et nous continuons, que ce soit les infrastructures routières. Nous avons financé aussi la nouvelle ligne ferroviaire rénovée entre La Roche-sur-Yon, par exemple, et La Rochelle, alors que ce n'est pas de notre compétence. Nous l'avons fait parce que c'est important pour irriguer la Vendée. Le numérique. Là aussi, on est dans les infrastructures. Nous sommes le seul département en France à avoir osé emmener la fibre numérique d'abord aux entreprises, à toutes les entreprises, quelle que soit la grosseur de la commune. À la fin de l'année dernière, toutes nos zones économiques étaient déjà branchées. Et puis, continuons. Aujourd'hui, nos chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils demandent aussi? De la main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre, ils la trouvent comment? Il la trouve à condition qu'on puisse la loger. Le logement est une de nos compétences. Vraie problématique, le logement. Je veux juste revenir dessus parce que j'ai l'exemple de Beneteau, par exemple, qui fait venir des salariés en leur proposant un logement pendant quelques mois, le temps qu'ils s'installent. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas le rôle de Beneteau. Et que les gens repartent parce que l'aide au logement ou le logement mis à disposition par l'entreprise, nous sommes il y a une pression foncière qui est capitale en Vendée. Tout à fait, on est en train de vivre un moment compliqué pour de multiples raisons. Le sujet ne pourra pas se résoudre en un claquement de doigts, tout simplement. En fait, la Vendée est attractive, et donc la Vendée accueille. La Vendée, c'est un lieu où on peut venir s'installer quand on arrive à la retraite, avec toute la zone côtière en particulier. Ce qui se fait encore, 6 000 personnes par an. C'est exactement ça. Donc, on accueille, premièrement, donc des gens qui peuvent venir passer leur retraite agréable ici dans un département d'exception. Deuxièmement, nous accueillons aussi un certain nombre de personnes qui disent on va aller en Vendée pour travailler. Tout à fait. Et puis, troisièmement, en fait, pour simplement maintenir nos populations, il nous faut aujourd'hui de plus en plus de logements. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les séparations, et lorsque il fallait un seul logement pour une famille, il en faut aujourd'hui 2, parce que les enfants sont gardés pendant 8 jours chez l'un, 8 jours chez l'autre. Donc, mathématiquement, on est en train de devoir augmenter le nombre de logements sans augmenter obligatoirement la population. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, on a un autre sujet. Pendant de nombreuses années, ça fait 20 ans que nous consommons beaucoup de foncier agricole. Et nous ne pouvons pas continuer à utiliser ce foncier de cette manière-là. Il faut que nous prenions soin aussi de ces terres agricoles qui permettent de nourrir nos populations. Donc, nous rétrécissons le nombre, ou les surfaces de terrains constructibles, et au même moment, il nous faudrait plus de logements. Donc, vous voyez que nous avons une équation compliquée. C'est un travail que nous engageons ici au niveau du département en vraie collaboration avec ceux qui sont en charge de l'urbanisme, c'est-à-dire les communes et les comités de communes, pour essayer de voir comment on peut faire pour optimiser ce foncier à l'intérieur même de nos communes, élever un petit peu les bâtiments pour que sur une même surface, on puisse avoir 1, 2 ou 3 étages. Et donc c'est comme ça que nous essaierons progressivement de ne pas défigurer la Vendée non plus, mais d'accueillir ceux dont nous avons besoin aussi pour continuer à activer l'économie vendéenne. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets, on n'a pas le temps de parler du plan biodiversité-climat, mais il est important, donc je le précise. Je voudrais qu'on parle de la jeunesse, parce qu'elle est importante, ce sont les Vendéens de demain, et de formation supérieure, parce que c'est une des ambitions aussi, un des caps que vous avez fixés ici à la collectivité. Oui, tout à fait. En fait, la Vendée est bien structurée en ce qui concerne l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, collège et lycée. Nous avons la chance d'avoir 2 réseaux, un réseau public et un réseau privé, avec aujourd'hui quelque chose, on va dire, de plutôt paisible. Et même au contraire, c'est une émulation entre les 2 réseaux qui font que nous avons parmi les meilleurs résultats de France, que ce soit au brevet des collèges ou que ce soit au baccalauréat. Parce que nos enseignants sont bons, parce que nos établissements sont forts. Mais une fois qu'on a passé le bac, il y a un sujet pour la Vendée. C'est qu'est-ce qu'on offre à nos Vendéens?
Et la formation supérieure est aujourd'hui une chance que nous devons essayer de proposer à nos jeunes Vendéens. Et les centres universitaires de La Roche-sur-Yon sont déjà de beaux centres. Nous avons la chance d'avoir notre centre universitaire public dépendant de Nantes et puis l'ICES qui nous font de belles propositions, j'allais dire. Mais ces pôles ne sont pas encore suffisants. Il faut que la Vendée puisse avoir un pôle universitaire digne de ce nom, 700 000 Vendéens ici installés, un département en pleine expansion, une économie qui permet d'absorber justement ces meilleurs cerveaux que nous pourrions former dans nos universités de proximité. J'ai eu l'occasion de le dire ces derniers jours à la présidente de l'université, nous ne continuerons pas à n'être ici, à La Roche-sur-Yon, que la variable d'ajustement. Petit coup de sang, là, je sens un petit agacement. J'ose le dire. Un agacement qui va finir par être profond. Donc nous n'irons pas gérer l'université, nous laisserons bien évidemment les universitaires le faire, mais je veux le dire avec force et détermination, avec le maire de la ville de La Roche-sur-Yon, avec la présidente de la région. Nous sommes déterminés à redire qu'au moment où nous parlons de décentralisation à tout va, pourquoi est-ce qu'on recentraliserait nos universités uniquement dans la grande ville ? Eh bien, ici, vous avez une ville, à La Roche-sur-Yon, qui peut accueillir des universitaires et qui seront bien traités, parce qu'ils seront au cœur, de leur territoire. Et puis, il nous faut aussi accueillir des jeunes qui viennent aussi de l'extérieur. En venant en formation ici, en Vendée, un certain nombre resteront et qui feront la richesse du développement de la Vendée. Donc, le pôle universitaire, les pôles universitaires lyonnais, effectivement, pour nous, seront une priorité dans ce mandat. Et j'ai bien l'intention de le faire savoir au plus haut niveau.